Concernant notre rapport d'activité, nous avons fait le choix de le présenter en deux temps. Le contexte économique des filières et d'autres sujets d'actualité plus récentes. Et ensuite, avec Daniel, Eric et Patrick, nous reviendrons en images sur nos principales actions et nos victoires de l'année 2017. Vous l'avez dit dans vos interventions depuis hier, le contexte économique est pesant. Les prévisions du chiffre d'affaires de la Ferme France pour 2017 sont mauvaises et font suite à une baisse de 7% entre 2016 et 2015, accentuer le constat de difficultés que nous rencontrons. C'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu revenir ensemble sur quelques filières ou productions. Si un léger mieux est observé pour certaines filières animales, avec un redressement global de la valeur, cela ne compense pas les pertes massives de 2015 et 2016. Les revenus des éleveurs restent trop bas. Le secteur des grandes cultures est en crise profonde depuis plusieurs années. Que cela soit lié aux conditions climatiques défavorables, à la hausse des charges, à une concurrence accrue au prix de marché historiquement bas. Après une année noire en 2016, succédant déjà à 3 années difficiles, la moisson 2017, très hétérogène en quantité, ne permettra pas, malheureusement, de compenser les pertes des producteurs. Les premières estimations disponibles mettent en lumière qu'en 2017, 40% des producteurs auront encore un résultat d'exploitation négatif. Ce n'est plus tenable. Il faut que le ministre prenne la mesure de cette situation et mesure aussi les difficultés d'autres secteurs. La viticulture, quant à elle, a connu une vendange 2017 la plus faible depuis 1945, entraînant des difficultés économiques pour de nombreux viticulteurs touchés par les aléas climatiques. Pour les fruits et légumes, lorsque les volumes se maintiennent, ce sont les prix qui dévissent et dernièrement, les caprices de la météo détruisent nos récoltes jusqu'à la sortie de l'hiver. Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Je ne renoncerai pas. Nous ne renoncerons pas car les perspectives sont réelles, car nous avons des projets partout dans nos campagnes pour garder espoir et envie. C'est pour cela que nous nous sommes battus lors des États généraux de l'alimentation, sur la création et le partage de la valeur. Nous reviendrons en détail sur ce que nous avons obtenu, mais je vous appelle d'ores et déjà à continuer, comme nous l'a dit Patrick hier, la mobilisation auprès de vos parlementaires sur la prise en compte des coûts de production, l'encadrement des promotions, le seuil de revente à perte relevé, la sanction des prix abusivement bas, la médiation, le combat continue. De la même façon, nous ne lâcherons rien sur les négociations commerciales. Je félicite tous ceux qui se sont mobilisés auprès des enseignes ces derniers temps, car nous ne pouvons pas laisser faire le jeu de dupes où certains signent une charte d'engagement à Paris pour ensuite ne pas respecter dans les boxes de négociation. Nous manifesterons chaque fois que cela sera nécessaire. Nous nous sommes également battus sur les allègements de charges pour retrouver de la compétitivité pour nos exploitations. Sur la question des 7 points de cotisation Amexa, nous n'avons malheureusement pas obtenu gain de cause cette année. Compétitivité, fiscalité et autres charges, nous remettrons cet été l'ouvrage sur le métier pour la loi de finances. Les événements climatiques pèsent aussi sur nos revenus. Depuis une dizaine d'années, nous sommes confrontés à une recrudescence des aléas climatiques. En 2017, nous avons ainsi été touchés par la sécheresse, le gel, les orages, les inondations, les tempêtes. Au-delà des événements climatiques, sur le dossier des inondations, et vous avez beaucoup
intervenus lors de ce huis clos. Je voudrais redire ici l'indignation et la colère qui nous a tous animés quand nous nous sommes vus attaqués dans les médias. De victimes, nous sommes passés à coupables. C'est scandaleux. C'est d'autant plus scandaleux que nous sommes les premiers à participer à la gestion des inondations. Nos terres sont inondées, trop souvent sans dédommagement. Pour protéger les villes situées en aval, comble de tout, nous aidons volontiers nos concitoyens les plus empêtrés, et notamment au moment où il y a de fortes intempéries, la neige dernièrement. Alors, au donneur de leçons, je voudrais rappeler de la retenue, de l'objectivité face à l'implication des agriculteurs à chaque fois qu'il est nécessaire de rendre un service à nos concitoyens. Face à cette recrudescence des aléas climatiques, notamment, mais aussi sanitaires et économiques, nous devons apporter un bouquet de solutions allant de l'assurance jusqu'à l'épargne de précaution, en passant par des fonds de mutualisation. Nous avons obtenu la garantie des taux de prise en charge des primes d'assurance récolte contre les risques climatiques pour 2018, sans application d'un coefficient stabilisateur, à hauteur de 65% pour le niveau socle et 45% pour le niveau de garantie complémentaire. Nous avons obtenu des avancées également dans le règlement Omnibus, qui permet désormais à chaque État membre de baisser le seuil de déclenchement subventionnable à 20% et d'augmenter le taux d'aide jusqu'à 70%. Ces avancées doivent maintenant être traduites concrètement en France. Toujours à propos des dégâts sur nos cultures, arrêtons-nous un temps sur les besoins de régulation. L'explosion des dommages directement liés à la surpopulation du grand gibier, en particulier des sangliers, est un constat partagé par tous. Et pourtant, les moyens pour renforcer la prévention et améliorer l'indemnisation sont encore largement insuffisants. Sur le terrain, l'exaspération des victimes atteint son paroxysme. Pas une AG ne se déroule sans que nous soyons interpellés sur le sujet. Les relations avec les fédérations de chasseurs se tendent. Nous demandons une prévention plus efficace en renforçant les moyens de régulation et de gestion et l'amélioration des conditions d'indemnisation. Cela vaut bien sûr aussi pour les prédateurs également, le lynx, l'ours, le loup, le vautour et tout autre animal qui pourrait être réintroduit au nom de la biodiversité réenchantée par quelques farfelus. Ce qu'il faut protéger, ce sont les éleveurs, les bergers, les agriculteurs qui font vivre ces territoires. Et puisque nous parlons des territoires, comment ne pas évoquer les zones défavorisées simples? Une révision de la carte ubuesque et injuste qui a provoqué colère et incompréhension. Bravo à tous ceux qui, d'entre vous, se sont mobilisés. Les pouvoirs publics ne s'attendaient pas à un tel mouvement dans l'unité syndicale. Nous avons fait part de nos positions à multiples reprises. Je les rappelle, zoner n'est pas doté, priorité à l'élevage. Et pour ceux qui vont sortir du zonage, nous exigeons de réelles solutions. L'État est le seul responsable de cette situation. À lui, enfin, de s'exprimer et nous sortir de cette impasse. Mais pas en nous proposant des MAEC. J'y reviendrai très vite. Dans le cadre de la révision des choix nationaux de la PAC, nous avons défendu la stabilité, le statu quo, pas de transfert P1, P2 et le maintien du paiement redistributif à 10%. L'État, même s'il a limité ses envies à 4,2%, a donc réalisé un hold-up du premier pilier pour boucher les trous de sa mauvaise gestion budgétaire. J'en profite
J'en profite pour poser la question. Où sont passés les millions du transfert? Il est inadmissible que nous n'ayons aucune visibilité et que nous n'ayons pas connaissance des maquettes régionales. Souvenez-vous, il y a quelques instants, je refusais les MEC comme résolution de la problématique des zonages des zones défavorisées simples. Ce n'est pas un hasard. Les MEC contractualisés ne sont pas versés. Et les aides bio, et les aides de la PAC en général, parlons-en. J'ai cherché longtemps le mot pour décrire la situation. Je pense, parce que je veux rester poli, que nous pouvons parler de chaos. Plus de 2 ans de retard dans les versements des aides. Et nous venons d'apprendre que le versement des MEC et des aides bio 2016 serait retardé de 2 mois. Combien de rendez-vous, combien d'interpellations, combien de courriers, combien d'énergie dépensée pour faire seulement respecter nos droits? Ça suffit. Les paiements en temps et en heure. Se battre pour faire respecter ses droits, c'est aussi ce que nos retraités ne cessent de faire. Là aussi, combien d'années nous a-t-il fallu attendre pour que la retraite de nos anciens soit portée à 75% du SMIC net pour une carrière complète? Là aussi, combien de rencontres au ministère et avec les parlementaires pour qu'enfin le financement soit assuré? Nous devons maintenant porter le niveau des retraites à 85% du SMIC avec des revalorisations financées par la solidarité nationale. Il n'est pas question d'accepter une nouvelle augmentation de la RCO pour revaloriser les retraites de nos anciens. C'est notamment ce qui sera discuté dès cette année dans le cadre de la réforme des retraites. Nos anciens méritent des pensions équivalentes à celles des autres régimes. N'oublions pas que c'est avec de bons revenus que nous obtiendrons de bonnes retraites demain. Je vous propose, mes amis, de passer maintenant à la partie vidéo qui démontre notre engagement vers un syndicalisme économique de solutions.